Donc j'en viendrai à la première question, évidemment sur l'actualité du moment, donc les élections européennes. On a une abstention de 57%. Quand on regarde un peu les temps de passage dans les médias de grande diffusion, on est pour UMP plus PS plus Front de gauche, Modem, Europe Écologie Les Verts, on arrive à 80% quasiment de temps de parole. Le FN, lui, fait environ 13% de temps de parole. Est-ce qu'on peut encore parler d'élections démocratiques dans ces conditions, sachant que tous les petits partis qui proposent de vraies alternatives n'ont pas le droit à la parole? Alors, si vous voulez, je ne dirais pas que le Front National ne propose aucune alternative. Je pense que c'est quand même leur faire un mauvais procès. Alors, mais là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a des règles simples. Si vous voulez, ça dépend ce qu'on appelle démocratie. Pour moi, la vraie démocratie repose sur deux choses. Et ça, si vous voulez, la pensée des anciens avait tout dit là-dessus. La démocratie, c'est deux choses. C'est l'isonomie, l'égalité devant le droit. Et c'est l'iségorie, l'égalité devant le temps de parole. C'était le fameux système de clepsydre. Bon. Ça, c'est pas respecté. Donc, c'est là où ceux qui ont un minimum de culture de ce qu'est la démocratie sont désarçonnés, mais le système a créé sa définition poppérienne de la démocratie. La démocratie, c'est la société ouverte. La société ouverte contre ses ennemis. Manque de pôle, a priori les ennemis, aujourd'hui, c'est les 2/3 de la population, c'est con. Mais, c'est pas grave, parce que pour eux, la démocratie, c'est la sauvegarde d'un certain nombre de droits et de valeurs. Quand on ne peut plus faire un projet de société réel, on parle des valeurs. C'est tout ce qui reste. Parce que ce qui est bien avec les valeurs, c'est qu'on n'a jamais à en témoigner, jamais à les incarner, et jamais à les définir. C'est ce qui est bien. Or, c'est un discours de moraline politique qui surinvestit le symbolique, parce qu'il ne peut plus rien faire dans le réel. Or, dans cette vision-là de la démocratie, il est tout à fait normal que les partis du bien, parce que là on est à la frontière du théologico-politique, c'est le bien, que le bien parle à 80%. Nous tolérons le mal, qui est à 20%, donc les 13 du front plus les autres, nous le tolérons, parce qu'on est tellement bien qu'on donne la parole à nos ennemis, mais on ne leur donne pas complètement quand même. Faut pas déconner. Donc si vous voulez, cette hypocrisie de démocratie bourgeoise attachée à la notion de droit de l'homme est aujourd'hui un système, si vous voulez, un système qui crée en plus, parce qu'un système politique influe sur les hommes, et crée un certain type d'homme. Crée un personnel politique à son image, c'est-à-dire moralisateur et en même temps copé quoi. D'accord, voilà, voilà. C'est le copé. D'accord, donc vous considérez, on peut résumer votre manière de penser comme c'est une démocratie plutôt de façade et d'habillage, et que grosso modo aujourd'hui, en réalité le temps de parole n'étant pas respecté. Je vais donner la parole à Jean-Pierre Raffarin, que j'avais cité dans mon ouvrage sur le 3 janvier. Je pense qu'il a tout dit. La démocratie appartient à ses électeurs, mais également à ses prêteurs. Ouais. Parce que la démocratie est aussi un investissement. Point. Je pense que c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien Premier ministre. Après les réseaux de financement, etc., si on veut faire un vrai travail d'analyse. On va quand même commenter les résultats. Donc le Front National arrive en tête avec 25%. Le PS prend une énorme claque puisqu'ils sont à 14% à l'échelle nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, il est juste de dire que le FN est le premier parti de France ? Alors, si vous voulez, ça c'est une question. Si vous voulez, c'est une question sur laquelle tout le monde est en train de s'écharper sur les réseaux sociaux. C'est très étonnant. Parce que ça dépend ce qu'on entend parti. Tout le monde dit le premier parti c'est l'abstention. Le problème c'est que l'abstention, si vous voulez, j'ai répondu à un interview plus tard qu'hier avec Pierre Johannovic là-dessus. Il me dit comment vous voyez l'abstention. L'abstention c'est une masse de comportements individuels qui vont de l'abstention incarnée politiquement, l'union me trahit, je ne participe pas, c'est la campagne de boycott de mes camarades du MP, jusqu'à moi,
pour moi ça va, j'en ai rien à foutre. Et jusqu'à l'Union Européenne, c'est trop compliqué, pêche à la ligne. Il y a quand même eu un sondage, pardonnez-moi, il y a quand même eu un sondage apparemment, je crois que c'est Zemmour qui en parlait à Ça se dispute, où il disait qu'il y a eu un sondage qui montrait qu'on a interrogé les gens qui se sont abstenus, et grosso modo, on arrivait finalement au même résultat que les gens qui ont voté. Oui. Donc, si vous voulez, moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse trop parler les abstentionnistes. Parce que j'ai des camarades qui ont organisé la campagne de boycott, qui m'ont dit, le soir, nous incarnerons l'abstention. Je dis, non, camarades, on n'incarne pas les abstentionnistes. C'est pas possible. C'est trop facile, ça. C'est comme faire voter les morts. C'est du vote corse. Or, c'est la seule chose que je refuse. C'est de catégoriser le parti de l'abstention. Parce que c'est trop hétérogène en termes de comportement individuel. Et sur le résultat du Front National, alors, d'un point de vue de parti, au sens juridique du terme, elle est le premier parti en termes de résultats. En nombre de votants, c'est assez clair. Or, est-ce que ce résultat est important ? En statique, pas tant que ça. Parce que l'Union Européenne, de toute façon, n'est pas... L'Union Européenne, quand bien même vous prendriez le Parlement, l'Union Européenne repose sur la Commission qui a pouvoir d'initiative. La procédure de codécision est du flan. La comitologie, c'est du flan. La comitologie, c'est comment on arrive à faire une sorte de sas qui permet aux lobbyistes de pas trop se faire voir. On fait des comités, dans les comités les lobbyistes amènent leurs idées et les idées deviennent des textes. Et c'est la Commission qui règle ces affaires-là. Le Parlement européen, je ne dis pas que d'avoir des députés souverainistes au Parlement européen n'est pas quelque chose d'important. En termes de guerre de l'information, ça l'est. Parce que sinon, nous ne saurions pas ce que ce monstre est en train de faire. Quand je parle du monstre, je parle de l'Union. Tous ceux qui me disent il faut envoyer personne là-bas. Je dis, mais le problème, c'est que d'envoyer personne, il est quand même sympathique de savoir à quelle sauce on va être mangé. Et surtout, de pouvoir contrer si c'est possible. Je vais vous donner juste un exemple historique. L'accord de Blair House. L'accord de Blair House était le modèle, et en termes de procédure, de l'accord AMI, l'accord multilatéral d'investissement, qui est le modèle du traité transatlantique. L'accord de Blair House, les Américains avaient dit aux Européens, je vous donne un résumé de l'accord, ça vous va ? Les Européens ont dit, mais maître... Même le résumé, on ne le lira pas de toute façon, donc bon, pourquoi pas ? Vous savez, c'est les esclaves de la guerre de sécession, on fait une croix. Or, un député Front National, Jean-Claude Martinez, qui relève de la barbouzerie, a dérobé tous les textes de préparation de l'accord de Blair House. C'était l'équivalent d'une petite camionnette. Leur a fait quitter Bruxelles illégalement et les a emmenés directement dans les locaux de Libé. Libé publie l'accord de Blair House. Et là, pour vous dire l'état de l'élite française, Jean-Claude Martinez, premier à la grecque de droit public, quand même, c'est pas tout à fait n'importe qui. Arrive face à Édouard Balladur, il dit, Monsieur le Premier ministre, j'ai les accords de Blair House. Que répond Édouard Balladur ? Moi aussi, ils sont dans l'IB. Ils sont dans l'IB. C'est-à-dire que fermez le banc. Au courant de ce qui se passe. Fermez le banc. Comme degré de soumission, nec plus ultra. Et donc, pour revenir sur le Parlement européen, effectivement, il n'a pas l'initiative législative, il a finalement très très peu de pouvoir. Déjà, il est illégitime dans son fait. Ça devrait être une émanation des parlements nationaux. Il n'y a pas de peuple européen, donc il n'y a pas de parlement. C'est tout. Point. Par contre, si ça avait été qui nous a mis là-dedans ? Avant, le Parlement européen, à sa création, était une émanation des parlements nationaux. Qui l'a mis au suffrage universel ? Giscard, one again. Pourquoi ? Pour créer le mythe du peuple européen. Qui n'a jamais existé. Or, le Parlement européen, la seule chose, c'est d'avoir des antennes là-bas pour savoir ce que l'Union prépare. Parce qu'a priori, ce qui va sortir des cartons en termes
de matraquage des populations et surtout d'autodéfense, car l'Union se défendra contre ses ennemis. Je pense que c'est de plus en plus net. Oui. Il y a déjà notamment des lois de contrôle d'Internet, etc. Au passage, ses ennemis, même si ce sera sous couvert de contre-terrorisme, de lutte contre la pédophilie, tout ce que vous voulez, c'est les populations ennemis, c'est les populations, c'est très clair. D'ailleurs, dans les traités, l'Union n'a pas d'ennemis extérieurs. Alors, je ne dis pas que dans la Constitution française non plus, mais la défense de la France était tous azimuts, selon le général de Gaulle, c'est-à-dire contre n'importe quel ennemi d'où qu'il vienne de l'extérieur. Alors que le thème de l'ennemi intérieur est présent dans la littérature communautaire. Tout à fait, et notamment c'est le sens de la loi de programmation militaire qui va dans ce sens-là, qui dit que maintenant il y a un ennemi qui peut venir de l'intérieur. Oui, c'est un peu sur le modèle du Patriot Act américain finalement. On voit qu'en Angleterre, pour revenir sur les élections européennes, le UKIP a fait un très bon score, il y a Beppe Grillo en Italie, etc. Donc il y a quand même des on va dire des eurosceptiques ou des eurolucides en tout cas, qui vont investir quand même massivement ce Parlement. Il reste quand même très très minoritaire, parce que je crois que c'est 140 sièges sur 700 et quelques. Donc effectivement ça risque de pas changer grand chose au fonctionnement de l'Union Européenne, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Certes, mais je mets aussi un second point. Nous pouvons retarder la validation juridique des textes. Et ça c'est important parce que ça nous fait gagner du temps. Je vais vous donner un exemple. Et je dis pas ça pour dire du bien du personnage, moi je suis très loin de ses idées. Mais qui est Bruno Gollnisch. Bruno Gollnisch est un brillant professeur de droit. On peut ne pas l'aimer, on peut le détester, mais premièrement, il parle 3 langues asiatiques rares, et on sait que c'est quand même pas le dernier des crétins. Il a appris, et ça j'ai pu le vérifier, le règlement du Parlement européen par cœur. C'est une machine, il adore ça. C'est un vrai juriste, quand vous l'entendez parler, et il fait des incidents de séance assez souvent. Et ça, parce que l'Union est empêtrée dans ce juridisme à l'anglo-saxonne, il faut en profiter. Donc c'est-à-dire faire du sabotage, ne serait-ce qu'en séance. Exact. Et la guérilla législative, de toute façon, nous sommes en état de survie. Parce qu'après le traité transatlantique, il y aura autre chose, et il y aura pire. Donc, tout ce qui peut, moi si vous voulez, c'est d'ailleurs le seul message que j'ai pour mes camarades démocrates français de toutes obédiences, c'est tout ce qu'on peut faire pour retarder ce monstre, c'est déjà 1 minute, 1 jour, 1 semaine de gagner. D'accord. Pour revenir sur le Front National, est-ce qu'il n'y a pas un espèce de paradoxe dans la vie politique française, c'est-à-dire que tous les journalistes et tous les hommes politiques nous expliquent en permanence qu'ils ont une peur bleue du Front National, et en même temps, on voit qu'ils ont quand même eu 13% du temps d'antenne dans les médias de grande diffusion. C'est quand même paradoxal, parce qu'apparemment, a priori, un ennemi, normalement, c'est quand même la stratégie de Dredon, c'est-à-dire on ne lui donne pas la parole, et on sait qu'il fera de moins bons résultats. Alors, c'est tout à fait vrai, sauf quand l'ennemi résiste à l'Édredon. Pendant des années, et ça je renvoie au grand intellectuel devant l'éternel, qui est François-Olivier Gisbert, quelqu'un dont je dirais pas ce que j'en pense, ça passerait sous le coup de la loi, mais il avait dit, moi j'ai fait partie des connards qui ont diabolisé Le Pen. C'est-à-dire qu'on a montré moralement le Front National pendant des années, sans jamais lui donner la parole. Pendant des années. Sauf à quelques apparitions tonitruantes de Jean-Marie Le Pen, qui étaient mises en scène à la fois par lui, parce que c'est un anarchiste de droite fondamentalement, centre-droit de la 4ème République, c'est sa culture politique, et par les médias. Pourquoi ? Parce que, c'est terrible à dire, mais les médias sont aussi dans une logique marketing. Le Pen Jean-Marie ou Le Pen Marine, ça fait vendre. Quand ils sont dans une émission, vous avez un score. Vous avez un score, et donc, vous connaissez le principe de financement des médias. S'il y a du score à l'émission, vous vendez plus cher les pages de pub. Déjà, il y a ça. Et puis vous avez un deuxième point, plus important. C'est que pendant des années, on a cru que, en diabolisant les thèmes du Front National, ça, voyez les témoignages d'Éric Nolot, très intéressant là-dessus. Pendant des années, il fallait diaboliser les thèmes du Front National sans jamais qu'ils puissent développer leurs thèmes eux-mêmes. Et pendant des années, il fallait, si vous voulez, pendant des années, le RPR avait tenté de copier le programme du Front National. Pendant des années. Vous voyez le programme du RPR sous Séguin, le programme de Le Pen au même moment, c'est kiff-kiff.
Le problème, c'est que le RPR devait créer l'UMP et donc prendre son tournant euro-atlantiste. Définitif. Donc il fallait tuer Philippe Séguin. En clair. Or, la stratégie de la copie n'a pas marché. La stratégie de l'édredon n'a pas marché. Pourquoi ? À cause des élections européennes. N'oubliez jamais que le Front fait une apparition à un scrutin qui est un scrutin proportionnel, dans les grandes lignes. Or, une fois installé là, eh bien, à tort ou à raison, Jean-Marie Le Pen a usé de son rang de parlementaire et de l'accès minimum à la parole auquel ça lui donnait droit. Donc, si vous voulez, quand vous réduisez votre ennemi à 0% de temps de parole, 0 de chez 0, et que l'ennemi survit quand même, à un moment, vous inversez par la panique. Et la panique, elle vient aux élections de Dreux, elle vient ensuite... Elle décline pendant une part des années 90 grâce à la scission avec Maigret. Et elle se refait, et à partir de 2002, là, ils se font un petit coup de théâtral de trouille. Donc c'est-à-dire que selon vous, ils ne savent plus gérer aujourd'hui le problème Front National. Exact. Donc avant, on ne lui donnait pas assez la parole, donc et maintenant, ça ne fonctionnait pas, aujourd'hui on lui donne la parole. Aujourd'hui on lui donne la parole en espérant, épuiser le peu de cadres, parce que pour eux le Front National ne sera perturbé à personne. Moi je vous dis pas ma pensée à moi, je vous dis la pensée des parlementaires que je croise toutes les semaines, et des journalistes que je croise toutes les semaines. C'est on va les épuiser, parce que le Front National, grosso modo, c'est Marine et Philippot, aujourd'hui. Et 2, en les faisant parler beaucoup, on va pouvoir les confondre. Et on va pouvoir les abattre. Et on va pouvoir s'en servir de repoussoir, parce que, aussi, ils sont arrivés à se faire une carte politique sans un appui médiatique fort. Car François Mitterrand donne un coup de main quand le Front National a à peu près une dizaine d'années. Le Front National est créé en 73-74 et en 83. Pour le virage de la rigueur notamment. Exact. Mais ça devait... Mais tout comme en même temps, Paul Lyonnais, auquel personne ne rend hommage, avait tout dit dans Mon voyage au centre du malaise français. Tout dit. Ça lui a valu d'être brisé universitairement. Il avait tout dit. Il a créé SOS Racisme en parallèle. Très jolie stratégie mitterrandienne, mais qui fondamentalement était une stratégie de division sur le moyen terme du RPR, et Mitterrand n'a jamais pensé... Mitterrand, ce qu'il voulait, c'est que ça lui permette les réélections de 88, quoi. Vu qu'il voulait faire 2 mandats, il savait qu'il avait son cancer, etc. Il pensait pas... Mitterrand pensait pas, il était machiavélique, mais pas au point de penser pouvoir manipuler le Front National depuis la tombe. Faut pas déconner. Or, la stratégie mitterrandienne a marché. Mais en même temps que l'antifascisme et l'antiracisme d'opérette s'est effondré d'un point de vue dans la rue, s'est effondré dans les gens, autant la stratégie de diabolisation par l'antiracisme qui s'est effondrée ne marchait plus. Donc il fallait trouver une nouvelle stratégie pour contrer le front et ses thèmes. Après, je dis pas avoir la vérité vraie. Moi c'est mon point de vue, parce que quand on me dit ouais, on a utilisé le front pour diaboliser l'idée de souveraineté. C'est notamment ce que dit François Asselineau. Ouais, mais moi, si vous voulez... Ça marche quand même plutôt pas mal, parce que, par exemple, aujourd'hui, essayez de mettre un drapeau français à la fenêtre de chez vous, vous risquez de vous faire traiter de facho. Oui, alors que c'est juste l'emblème national. Oui, mais c'est bien parce que le Front National, justement, a joué ce rôle d'épouvantail. C'était le cas bien avant. Alors là, c'était le cas bien avant. Vous savez ce qui a détruit le patriotisme français ? Beaucoup plus que le Front National, bien avant. Là, il faut un petit peu d'histoire. C'est Dupont-Lajoie, d'accord ? C'est Super Dupont, ok ? Et c'est surtout l'attaque qui a lieu au début des années 80, fin des années 70, début des années 80, sur l'histoire de France, qui est l'attaque paxtonienne. Qui est Paxton, auteur de La France de Vichy, qui détruit le récit à la fois de la résistance et du gaullisme, qui est en disant Vichy c'est la France. Et Paxton, tous les professeurs d'histoire du supérieur, tous ceux qui, les D'Almeida, les Milza,
tous ceux qui vont encadrer Sciences Po Paris, qui vont encadrer l'ENA, sont des paxtoniens, ça n'a rien à voir avec le Front National. Et eux, parce qu'ils dirigent une partie des maisons d'édition, Milza est influent auprès de Fayard, etc., ils vont se reproduire entre eux, et là vous allez avoir le discours de la France collabo, pour le coup, dont le pire du pire va naître un tout petit peu après, qui est le fils illégitime de Zev Stirnel et de Paxton, qui est Bernard-Henri Lévy. L'idéologie française, ça c'est pas Le Pen, ça. On peut tout foutre sur la tronche de Le Pen. Moi, Le Pen, j'en suis très très loin. Déjà, j'aime pas la culture des anarchistes de droite. Pour moi, c'est des écrivains. Les écrivains font pas de politique, parce que sinon, ils font tuer leurs hommes. Parce qu'ils font des caprices de stars. Or, la seule chose, c'est qu'on ne peut pas prendre tous les problèmes du patriotisme français et les foutre sur la tronche d'un seul homme. Parce que, fondamentalement, il n'y aurait pas eu, Jean-Marie Le Pen, la haine du fait national issu du gauchisme et issu de l'alliance du gauchisme et de la droite orléane aurait eu quand même lieu. Le tournant européen aurait eu lieu. Ce n'est pas parce que Jean-Marie Le Pen existe que François Mitterrand a fait le choix de l'Europe, c'est parce qu'il avait Jacques Delors. Bien sûr. Or, et pour faire l'Europe, fallait bousiller la France. De toute façon. Or, et tous ces mouvements antinationaux issus de mai 68 et issus de différentes écoles du trotskisme majoritairement, n'ont pas eu besoin de l'aspect caricatural que les dérapages de Jean-Marie Le Pen avaient. Il détestait la France bien avant. Quand ça se voit 10 ans à peu près après 68, grosso modo. Ça se voit dans les années Giscard. Quand De Gaulle meurt en 70, au siège de la gauche prolétarienne, ça c'est Morgan Sportes qui le raconte, une pain-bêche, fils de bourgeois, dit à De Gaulle est mort, tant mieux, le chef de la cellule se lève et lui fout une gifle dans la gueule comme son père ne lui en a jamais mis. Il lui dit, le général est mort, on se tait. Gauche prolétarienne, Mao. Et ces civilités-là, vous les voyez régresser pendant toutes les années 70. C'est l'influence de la Beat Generation, c'est l'influence de l'Amérique, c'est l'influence également du giscardisme. Or, parce que Giscard a parié sur cette génération-là, à tort pour lui, qu'en 81, elle va le balancer. Mais cette génération-là est dépatriotisée avec le discours de la France. Vous savez, c'est le discours giscardien, la France c'est tout petit, la France c'est rien. La France c'est un terrien sur 1000 ou 10 000. Un discours qui est encore très présent aujourd'hui. Et ça, c'est le discours de Giscard lors de son élection présidentielle. Le Front National n'existe même pas. C'est notamment effectivement toujours un des thèmes de campagne pour des européistes. Pour la campagne européenne. Et évidemment du parti là je cite le grand gaulliste Alexandre Sanguinetti, le centrisme c'est le vichisme du temps de paix, et des amis de M. Borloo et de M. Bayrou particulièrement. Et de leurs pendants socialistes qui sont les Verts, c'est-à-dire l'autre parti de l'étranger, mais lui directement dans la main des Grünen allemands. Oui. Et puis eux s'en cachent même pas, ils sont effectivement pour les eurorégions, etc. comme l'a Bien sûr, mais j'irai même plus loin. Montrer certaines personnes. J'irai même plus loin. Jean-Marie Le Pen, qui a voté, on peut lui faire tous les procès qu'on veut, moi je ne le défendrai pas, mais il a voté contre le traité de Rome. Bon, on peut pas lui reprocher ça. Or, il aurait été pour l'Europe. On n'aurait pas diabolisé le Front National comme ça. Je vais vous donner un exemple tout à fait précis. Vous voyez qui est Dominique Vénère ? L'historien d'extrême droite radicale qui s'est suicidé à Notre-Dame. Eh bien, cet homme-là, qui devait être le patron du Front National, mais les catholiques n'en ont pas voulu parce que il était tellement extrémiste qu'il voulait appliquer la doctrine allemande contre les juifs, contre les catholiques. On est dans le grand malade là, on est dans le dingue. Eh bien, cet homme-là a pu écrire son soutien à l'Union Européenne dans le Figaro en 99, sans aucun problème, alors que tout le monde savait qui c'était. Et vous pensez vraiment que le Front National est contre l'Union Européenne ? Parce qu'ils parlent, par exemple, ils parlent jamais de quitter l'Union Européenne, ils nous disent toujours il faut qu'on renégocie avec nos partenaires, etc. C'est la même chose pour l'euro, et ça rappelle un peu le discours de tous les autres partis qui disent il faut changer l'Europe. Oui, mais ça, si vous voulez, là encore, je prétends pas avoir la vérité.
Moi, j'ai pas la vérité, je ne juge pas le cœur et les reins. Or, parce qu'on peut dire que tout le monde est ambigu, Philippe Séguin est ambigu, Pasqua est ambigu, etc. On a tous des tas de choses à se reprocher dans la famille souverainiste. Moi qui viens du gaullisme, j'ai été assez longtemps proche de Nicolas Dupont-Aignan. Moi, si vous voulez, je ne tape pas sur le front pour une raison qui est simple. Moi, je ne tape jamais sur les gens qui m'entourent. Moi, je vis dans un monde très proche des militaires, et c'est une chose que les légionnaires m'ont appris, c'est toutes les balles doivent être tirées de face, pas de tir de côté. Or, si vous voulez, qu'il y ait des ambiguïtés qui relèvent soit de la tactique politique, soit aussi parfois du fait de se mésestimer et complètement, parce qu'il y a des gens. Il y a eu des nationaux européens, ce qu'on oublie. Il y a eu des gens qui sont de grands patriotes français qui pensaient que l'Europe, ça pouvait être la France en grand. Et cas typique, c'est quelqu'un comme Hervé Juvin, grand intellectuel déçu de l'Europe. Parce que lui, il y est allé, il a vu. Nous, c'est tellement facile. Moi, l'Europe, j'ai jamais aimé. C'est une idée Moi, je me suis marié en Asie, j'ai vécu en Asie, si vous voulez, je suis un amoureux de l'Amérique latine, j'aime la Russie, si vous voulez, l'Europe. L'Europe, pour moi, c'est un tombeau. Donc, pour moi, si vous voulez, ça m'intéresse pas. Mais, je peux pas en vouloir à mon père, qui est né en 48, d'avoir vécu avec l'idée européenne. Surtout qu'il est né dans la ville de Domfront, qui a été réduite à 60% par les bombardements. Bon, on leur a monté tout un mytho. On leur a monté toute une escroquerie intellectuelle. Or, chez certaines personnes du Front National, par rapport à leur âge, ça a dû jouer. Ensuite, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance, un déficit d'expertise peut-être. Là, par contre, je connais vraiment pas assez les institutions pour le savoir. Ensuite, prédisposer toujours la malignité, la malhonnêteté des gens, c'est dangereux pour deux raisons. En politique, on peut quand même se permettre de le faire. Parce que ça arrive plus souvent alors en politique, on peut se permettre domaines. Tout à fait. En politique, on peut se permettre de le faire, mais alors il faut le faire pour tout le monde. Et moi, il y a une chose que je déteste dans une part de l'antifrontisme, et c'est d'ailleurs le sujet du dernier ouvrage de Pierre-André Taguieff, c'est que derrière l'antifrontisme, il y a la haine du prolo. Il y a la haine du prolo parce que c'est le parti ouvrier. Et ça, dans les rangs souverainistes, c'est très présent, la haine du prolo. Quelqu'un qui appartient au rang souverainiste et qui connaît un peu tout le monde et qui était un proche de Nicolas Dupont-Aignan, une connaissance de François Asselineau, etc., qui a rejoint l'UMP pour les élections municipales. Comme ça, vous pourrez rechercher et qui sait, comme ça, il ne m'accusera pas de l'avoir vendu. Il m'avait donné une phrase que j'oublierai jamais. Il m'a dit, vous savez, c'est vrai que le Front National, nous on les déteste. Nous, on votera jamais avec les pauvres. Et ça, l'anti-prolo, c'est très présent dans les rangs souverainistes. Pourquoi ? CF, ce que je vous ai dit avant. À la base, c'était un camp d'intellectuels. Après, je pense que les lignes sont quand même en train de bouger là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui rejoignent un peu le camp souverainiste ou national ou comme. Oui, mais le problème, c'est qu'ensuite, il y a les affaires de boutique. Moi, regardez des classes plus populaires. Regardez l'un des derniers aliments au Rassemblement Bleu Marine. Philippe Murer, économiste, qui est l'un des économistes les plus brillants de la jeune génération des 40 ans. Ça, je sais, j'ai travaillé avec lui. Je dis exactement ce qu'a dit Jacques Sapir, qui à mon avis est le navire amiral de la pensée hétérodoxe économique en France, qui est le meilleur économiste de France, et de loin. Moi j'ai vu travailler Jacques Sapir, vous assurez, vous le regardez 10 minutes, vous êtes épuisé. C'est une machine intellectuelle hors du commun. Or, je vais vous dire ce qu'a dit Jacques Sapir, Philippe Murer, quelqu'un de parfaite honnêteté intellectuelle, ils ont travaillé ensemble. Moi j'ai eu l'honneur de travailler avec Philippe Murer, et je me rappelle de tous les discours de souverainistes, admiratifs de ce si jeune homme venu du fin fond du Parti Socialiste. Il passe au Front National, moi je reçois des trucs dégueulasses, ça c'est un rat crevé, par les mêmes qui se paluchent sur la note qu'il a fait sur la sortie de l'euro. Donc si vous voulez, moi j'aime mon camp, mais l'honnêteté qu'on demande aux autres, faudrait qu'on l'ait entre nous d'abord. Parce que, moi si vous voulez, ça fait 10 ans de politique, de coups tordus que je fais. J'ai commencé, j'ai 19 ans. Les coups tordus de la famille souverainiste, je les connais bien.
ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu. Et ben pardonnez-moi, en 10 ans, ce que j'ai vu, c'est corpuscule, groupuscule et mouche qui, je vous laisse terminer ce poème qui n'est pas... c'est pas du Joachim du Bellay, je vous l'accorde.